Monsieur le professeur, quand vous êtes venu me voir pour me proposer de parler ce soir, je dois vous dire que j'ai été tout de suite enthousiaste et je vous l'ai dit. Enthousiaste parce que c'est extraordinaire de parler là. Mais en revanche, ça je ne vous l'ai pas dit, j'ai pas du tout été enthousiaste du sujet. Parce que je me suis dit que là, vraiment, là, ça ne me convenait pas du tout. Je trouvais ça extrêmement fumeux. Et puis, je trouvais que ça correspondait très bien à d'éminents publicistes, à des gens qui réfléchissaient, à des gens qui pensaient, mais sûrement pas à un praticien comme moi, surtout au surplus de la matière pénale, où on ne rencontre pas toujours le maximum de fraternité, ni dans les comportements de nos clients, ni dans parfois l'attitude des juges. Et donc je me suis dit que c'était... je restais enthousiaste, mais qu'il allait falloir que je trouve un peu quoi dire et comment le dire, et j'étais un peu perplexe. Et puis, plus j'ai travaillé ce sujet et cette question, plus j'ai été enthousiaste du sujet, au point d'en être encore plus enthousiaste que du fait simplement de parler ici. Et j'ai trouvé que ce principe de fraternité, aujourd'hui consacré, était pas du tout fumeux, contrairement à ce que je croyais, dans les relations individuelles, dans le droit privé, dans le droit positif actuel, mais au contraire profondément irriguant et fondateur. C'est d'ailleurs très intéressant de penser que dès 1789 ou 10, Robespierre pensait à l'intégrer à égalité avec justement les principes d'égalité et de liberté. Et si on peut penser que lui avait peut-être quelques problèmes, comme ça a déjà été dit, avec la réalité de la fraternité, il est certain que son idéal était grand et que cela veut bien dire que dès cette date, la question se posait de savoir comment nous pouvions nous reposer dessus sur le plan de toute notre société. La fraternité, d'après le dictionnaire Robert, parce que comme je n'étais pas inspirée au départ j'ai été vers les bases, la fraternité, c'est le lien existant entre les hommes considérés comme membres de la famille humaine, sentiment profond de ce lien. C'est large. Il y a toutes sortes de familles. Il y a une seule notion de fraternité qui découle et qui recoupe un peu la notion d'humanité. Et puis, il y a ces applications que nous vivons, nous, dans le droit positif privé français. Quelles sont-elles? Il nous a été dit que cela venait des Lumières, de la Révolution, et à égalité du sentiment religieux de la religion. Je crois quand même qu'il faut remettre les choses à leur place et que c'est venu d'abord de la religion. La fraternité, oui, c'est la Bible avec à toutes les pages les frères qui s'entendent ou qui ne s'entendent pas, qui se tuent ou qui se serrent les coudes. Et la fraternité est définie quand même par le Christ, à mon avis. C'est intéressant de parler avant vous, Monseigneur, de cette question. Et donc la fraternité est définie par le Christ quand le docteur de la loi, qui est peut-être un professeur de droit, vient lui demander ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, et que le Christ répond par la parabole du bon samaritain. Là, on a un exemple très précis de fraternité. Et c'est cette fraternité-là qui, aujourd'hui, est quand même à l'épreuve de notre droit, de nos relations. Et c'est cette fraternité-là dont, aujourd'hui, il faut que nous nous demandions est-ce qu'elle existe vraiment en droit positif et de quelle manière? C'est par définition une notion subjective que cette fraternité, qui dépend de la société dans laquelle on est, de l'appréciation que l'on porte sur elle, du regard que l'on porte sur ses frères, de la manière que l'on a de vivre en commun. Et donc, par définition, il est de plus en plus difficile à notre époque, qui est une époque magnifique de mélange, d'ouverture, de changement, de mouvement, que de savoir exactement ce que dans notre pays, en ce moment, cela veut dire pour nous. Et quel sens, si on est juge, on doit mettre sous cette notion. L'internationalisation du droit, pour cela, ne rend pas forcément les choses faciles. Pas plus que le développement des moyens de communication et également le développement, du coup, qui est presque le corollaire, des communautarismes, des individualismes, des toutes petites structures qui ont leur propre notion de ce qu'est la fraternité.
Et c'est peut-être à cause de cela qu'on a besoin de plus en parler, et c'est peut-être à cause de cela aussi que le Conseil constitutionnel a dû sacraliser cette notion et l'écrire, ce qui n'avait pas encore été fait depuis l'origine. Or, Machiavel disait que les lois naissent quand les vertus meurent. Et il y a un côté un peu pessimiste qui serait de se dire c'est parce qu'il y a de moins en moins de fraternité qu'on est forcé de l'écrire et d'en parler. Ou alors il y a le côté optimiste qui est que simplement nous avons aujourd'hui plus conscience de nos racines, de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être, et du coup, nous le posons. Quoi qu'il en soit, même avant que le Conseil constitutionnel n'a consacré cette notion, la fraternité est une règle, à mon avis, un principe transversal qui a irrigué tout notre système judiciaire. Je vais prendre comme premier exemple la bonne foi contractuelle. La bonne foi contractuelle, c'est quelque chose d'autre que l'égalité, c'est quelque chose d'autre que la liberté, c'est quelque chose qui est simplement le respect de l'autre, donc cette fraternité. Oui, il faut être de bonne foi. On agit loyalement face à l'autre. Et si ce principe est reconnu dès le Code civil et existait avant déjà, la jurisprudence au fur et à mesure l'a de plus en plus affirmé, au point récemment que nous ayons connu des arrêts qui ne sanctionne pas seulement un comportement de mauvaise foi, mais impose aux parties une attitude d'entraide contractuelle. Je cite Madame le professeur Porchy-Simon. Et une renégociation du contrat quand le contrat apparaît comme trop déséquilibré. Donc ce n'est pas simplement non, le contrat est nul, ce n'est pas simplement le juge qui tranche, c'est le juge qui dit bien vous allez renégocier. Et je cite toujours Madame le professeur Porchy-Simon. Ce mouvement est amplifié par une doctrine qui prône la reconnaissance en droit positif d'un véritable principe de fraternité contractuelle reposant sur la théorie du solidarisme. Elle dit que l'exigence apparaît un peu excessive et qu'il faudrait peut-être que l'exigence de bonne foi se limite à imposer un égoïsme tempéré. Si on s'interroge là-dessus, c'est bien qu'aujourd'hui, cette notion de fraternité nous est particulièrement essentielle. Et je pense qu'on la retrouve également dans tous les régimes de protection, qui sont les régimes de protection des parties que l'on pense faibles ou qui sont objectivement faibles. Le consommateur, le locataire, le salarié, et plus loin que ça encore, je me demande si dans chaque rupture, parfois les dommages d'intérêt qui sont attribués ne correspondent pas à cette exigence de fraternité, plus qu'à simplement un rééquilibrage mathématique. Je pensais par là aux ruptures familiales, au divorce, à la prestation compensatoire. Est-ce qu'on n'est pas là dans l'application d'un principe de fraternité, plus que dans un principe simplement de logique économique? Il y a aussi toutes les sanctions des abus de puissance économique, la protection méticuleuse du consentement, la chasse aux clauses abusives, la chasse aux abus de droit, et puis très récemment, le développement des tentatives de médiation au point qu'elles soient devenues obligatoires et que l'on ne peut plus assigner sur le plan civil sans avoir auparavant opéré une tentative de médiation. Tentative de médiation dont on peut se dire que dans une société qui est de plus en plus communicante, mais où les gens se parlent de moins en moins, elle devient indispensable. Il faut donc que la fraternité puisse s'exercer, puisse exister, puisse avoir une concrétisation réelle avant que le juge ne tranche. Et puis, il y a également les lois, comme la loi Guessot, qui parlent de sentiments. L'incitation à la haine est condamnée. Si on condamne l'incitation à la haine, c'est bien que l'on s'appuie sur l'existence d'une fraternité nécessaire, puisque la haine est un sentiment, elle s'appuie aussi sur cette fraternité, c'est sa réciproque, son versant noir, sur cette fraternité qui doit exister. Dans la fonction de juger elle-même, le juge lui-même ne peut réellement juger que s'il est imbibé par l'existence de ce principe. Et
ce n'est pas parce qu'il est plus difficile de le qualifier que des principes plus quantifiables, que pour autant, il n'existe pas. Je me rappelle un très bon juge, extrêmement répressif pourtant, comme quoi on peut trouver un juge bon même quand il est répressif et même quand on est avocat. Un très bon juge qui, un jour, devant un prévenu tout à fait paniqué à la barre, a fini par lui dire « Écoutez monsieur, rendez-vous compte quand même que le tribunal sait qu'il pourrait être à votre place. » Et là, c'était magnifique. Et là, je me suis dit que la peine serait ce qu'elle serait, mais qu'au moins, il y avait eu cette rencontre. Et cette rencontre-là, c'était ce lien fraternel qui existait, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, parce que les deux hommes l'un en face de l'autre étaient de la même nature, même si le cours de la vie les avait mis de manière, les présentait à l'instant de manière opposée. Il y a eu des tentatives de peine planchées qui ont été décidées par certaines lois, des peines planchées qui ont été pourtant validées par le Conseil constitutionnel, mais le Conseil constitutionnel a vérifié dans sa validation, a appuyé le fait que le juge gardait malgré tout une liberté d'appréciation, que ces peines planchées pouvaient, dans des cas listés, mais pouvaient quand même permettre qu'il y ait quelque chose de prononcé en dessous du plancher, et que ces peines n'existaient que dans des cas qui étaient particulièrement graves. Il y avait donc cette sorte d'infraction à la fraternité humaine qui était encadrée et protégée, qui n'était pas quelque chose de déclaré comme facile. On pouvait sans problème faire des lois qui disaient qu'il y aurait des peines planchées. Non, ce n'était pas vrai. Le Conseil constitutionnel veillait à ce que ça ne puisse exister que dans des cas très délimités, et dès lors que le juge gardait son pouvoir en réalité d'être humain. D'ailleurs, ces peines planchées ont eu suffisamment peu de succès pour qu'elles soient supprimées par des lois plus tard. La fraternité, c'est sans doute ce qui empêche qu'on puisse un jour avoir réellement, en tout cas en France, une justice prédictive. Ce serait l'inverse de l'exercice de la fraternité et ce serait extrêmement dangereux. Être fraternel pour le juge, c'est pas seulement se référer aux principes constitutionnels, parce qu'effectivement, parfois, il ne faut pas user les principes à force de trop les utiliser. Ça peut être simplement les utiliser sans en parler. Et on peut penser au bon juge Magnot et à l'état de nécessité. Nous nous le rappelons tous, cette décision de 1898, avec à l'égard de cette femme de 22 ans qui élevait seule son fils de 2 ans, qui avait le droit à un gros pain qu'elle avait déjà mangé. Cela faisait 36 heures qu'il n'y avait plus rien chez elle, et elle a été pour sa mère, pour son fils et pour elle, mais d'abord certainement pour son fils, chercher dans la boulangerie de son cousin sans le payer un autre gros pain, étant donné qu'elle avait fini le précédent. Et l'arrêt du juge Magnot est intéressant à rappeler, parce que pour moi, il est justement irrigué de tout ce principe qu'il faudra encore attendre 120 ans pour que le Conseil constitutionnel en parle. Attendu que la fille M, prévenue de vol, reconnaît avoir pris un pain dans la boutique du boulanger P, qu'elle exprime très sincèrement ses regrets de s'être laissée aller à commettre cet acte. Attendu que la prévenue a à sa charge un enfant de 2 ans, pour lequel personne ne lui vient en aide, et que depuis un certain temps elle est sans travail malgré ses recherches pour s'en procurer. Attendu qu'au moment où la prévenue a pris un pain chez le boulanger P, elle n'avait pas d'argent, et que le denrée qu'elle avait reçu était épuisé depuis 36 heures, que ni elle ni sa mère n'avaient mangé pendant ce laps de temps, laissant pour l'enfant les quelques gouttes de lait qui étaient dans la maison. Qu'il est regrettable que dans une société bien organisée, un membre de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute, que lorsqu'une pareille situation se présente et qu'elle est, comme pour la fille M, très nettement établie, le juge peut et doit interpréter humainement les inflexibles prescriptions de la loi. On a rarement fait plus beau en matière de fraternité, et je pense que ceci irrigue en fait, sans que nous le sachions, sans que nous en ayons pleinement conscience, chacune des décisions qui peut être rendue en matière pénale quand le juge qui se pose
se pose avec le regard fraternel qu'il doit avoir sur l'homme qu'il doit juger. Cette fraternité existe aussi dans les relations entre professionnels de la justice. Madame le bâtonnier, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans la confraternité qui est celle qui existe entre les avocats et que monsieur le bâtonnier Henri Adair définissait comme ce sentiment qui s'apparente à un sentiment familial et qui doit animer le comportement professionnel de chaque membre du barreau. C'est un de nos principes essentiels. Cette confraternité doit également exister entre les professionnels de la justice et aujourd'hui, on peut regretter qu'elle soit en apparence de plus en plus rare ou de plus en plus ténue, c'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus d'opposition entre les magistrats et les avocats. On peut regretter que dans notre nouveau tribunal, qui est beaucoup plus beau que tout ce qu'on pouvait imaginer avant et beaucoup moins critiquable que ce qu'on pouvait critiquer avant qu'il ne soit construit, on peut quand même regretter qu'il n'y ait pas de lieu pour que les avocats et les juges se croisent, se voient et vivent cette fraternité qui est essentielle à notre monde. On peut se demander si, alors que nous sommes frères, nous ne sommes pas séparés dès le sein maternel, ce qui cause les problèmes, par nos écoles différentes, et s'il ne faudrait pas créer plus de liens dès ce moment-là. Et on peut constater que dans d'autres pays, comme les États-Unis ou l'Angleterre, où les liens fraternels entre différents acteurs de la justice existent depuis l'origine et tout au long de leur formation, et bien justement, le fait que ça fonctionne mieux entre eux plus tard n'est pas une source à la fois de bon droit, de sérénité, de bonne justice, et s'il ne faudrait pas, nous, que dès l'origine, dès que nous sommes en train de finir nos études, nous soyons plus appelés à travailler entre nous. Ce principe de fraternité qui existe donc, comme je l'ai dit, très profondément dans notre droit positif et notre droit privé, est pour autant bien évidemment limité. Si le Conseil constitutionnel a limité la portée du délit dit de solidarité, il reste qu'il est possible de sanctionner l'aide à l'entrée irrégulière, même quand elle est motivée par un but humanitaire. Il y a des lois et des articles du Code pénal qui sont des infractions manifestes au principe de fraternité. Par exemple, l'exemption ou la réduction de peine qui nécessite que pour en bénéficier, il y ait eu un dénonciateur qui ait dénoncé des faits qui existent, bien sûr, mais enfin qu'il ait dénoncé pour pouvoir bénéficier de cette réduction de peine. On peut se dire que c'est un manquement évident à la fraternité. Sans doute, ce manquement est-il nécessité par le fait qu'il y a un encouragement comme ça à une baisse des délits et ce n'arrive, évidemment, cette obligation de dénonciation n'est que dans les délits les plus graves. Mais dans le même domaine, la non-dénonciation de crimes est une atteinte à la fraternité, comme cette non-dénonciation de crimes n'existe, enfin n'est un délit que si le crime est en train d'être commis ou s'il risque d'être commis, comme il y a des exemptions et des immunités qui sont les immunités familiales et les immunités dues aux personnes qui détiennent un secret. Là, on peut se dire de la même manière que cette infraction à la fraternité est justifiée. En revanche, je me dis, moi, que l'obligation de dénoncer les crimes ou délits commis sur des mineurs ou des personnes vulnérables, qui aujourd'hui soucient tellement toutes les communautés, notamment religieuses, alors qu'elles ne sont pas plus la proie de crimes ou de délits de ce type que toutes les communautés dans leur ensemble, civiles, laïques, etc. Mais que ces fraternités-là sont très marquées par ce devoir de dénonciation, très angoissées par ce devoir de dénonciation qui peut conduire à des situations absurdes, ou que dès que quelqu'un fait l'objet de n'importe quel corbeau malfaisant, il se retrouve immédiatement cloué au pilori. Je me demande si là, il n'y aurait pas quand même une sorte de raison qu'il faudrait garder et qu'en réfléchissant ensemble à ce principe de fraternité, on ne pourrait pas aussi réfléchir à la manière dont ce principe doit s'exercer également en droit pénal.
également quand il s'agit de victimes évidemment particulièrement faibles et de crimes évidemment les plus graves. Il y a eu les grandes campagnes Balance ton porc. On peut dire que ces campagnes Balance ton porc, c'était dû à la nécessité pour les femmes justement de vivre une fraternité et de se serrer les coudes. Il y a aussi terriblement dans ces campagnes d'ostracisme, de personnes qui sont clouées au pilori, de division, parfois simplement de division entre les sexes, de honte qui sont portées sur l'un ou sur l'autre. Est-ce que la fraternité ne nous permettrait pas de nous défendre et de lutter contre toute cette délinquance sans pour autant arriver dans ces situations où chacun se croit investi d'abord d'une mission de justicier avant de porter sur l'autre un regard de charité? On peut donner beaucoup de sens au mot fraternité. L'attitude de Robespierre l'a montré. Je crois qu'au fond de nous, nous savons tous ce que nous voulons, ce que nous pouvons mettre sous ce mot. Et je crois qu'il est très important que nous, juristes, nous l'ayons toujours à cœur et au cœur pour que dans notre société, il progresse. Je suis bien embarrassé de prendre la parole devant vous, d'abord parce que le sujet comporte un mot, droit, qui a toujours été pour moi, non pas un mot étrange, mais qui ne me rappelle pas que des bons souvenirs. Rassurez-vous, je n'ai pas à me confesser devant vous ce soir d'un casier judiciaire ou de méfaits jusqu'alors inconnus, mais ma seule expérience en termes de droit fut de passer 2 années de suite, quelques semaines dans le grand amphi de Paris 2 à Sas, avant de m'apercevoir à chaque fois que manifestement je m'étais trompé de route. Et me voici donc ce soir à côté du bâtonnier, d'un avocat et d'un professeur de droit. Alors avec ça, me direz-vous, heureusement le droit est sauvé pour moi par la fraternité, qui est, ma foi, un sujet un peu plus familier. Alors, voilà. J'ai aussi la joie d'avoir découvert un peu plus, de manière incarnée, ce que c'est que le droit, en ayant été pendant 11 ans aumônier des étudiants de cette même université qui m'avait chassé quelques années plus tôt. Et donc de pouvoir mesurer combien le droit peut s'incarner dans des jeunes gens qui cherchent à mener une vie au service de leurs frères et au service de la justice, ce qui m'a, ma foi, un peu réconcilié avec ce domaine. Le 13 mai 1871, Rimbaud écrit à son ami Georges Isambard cette phrase bien connue: « C'est faux de dire « je pense ». On devrait dire « on me pense ». Pardon du jeu de mots, « je » est un autre. Commence alors pour le jeune poète un chemin d'apprentissage et de découverte de soi en s'affranchissant, pour autant que cela soit humainement possible, de toutes les conventions. Qui de nous n'a pas été saisi de vertige face à lui-même, contemplant par exemple dans le miroir le reflet d'un visage qu'il ne reconnaît pas, se regardant poser des actes qu'il rejette au fond de sa conscience ou découvrant les conséquences bienfaisantes d'un geste pourtant vécu comme anodin. Ce que l'apôtre Paul résume dans cette phrase: « Ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » Évoquer la question de la fraternité ce soir, c'est accepter de regarder en face une inspiration profonde et, pourquoi pas, de reconnaître ensemble combien nous sommes pauvres et démunis devant cet immense défi. Lorsque le docteur de la loi, décidément, maître, chère Solange, les docteurs de la loi sont friands de paroles de Jésus. Peut-être d'ailleurs comme les professeurs de droit, mais ça, je laisse à chacun. Lorsque le docteur de la loi, donc, interroge Jésus
en lui disant « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Il s'entend répondre ces deux paroles successives et pourtant parfaitement semblables. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi donc, la réponse du légiste ou la réponse au légiste se situe dans la bouche de Jésus sur le plan du droit, au sens le plus élevé. Il n'est pas simplement souhaitable ou conseillé ou recommandé d'aimer son prochain. Cela ne relève pas du sentiment ou de l'affectivité de nos sens. Il ne s'agit pas de pouvoir aimer, mais de devoir aimer. La fraternité, dans ses fondements évangéliques et donc bibliques, est bel et bien un devoir, une loi. Alors, 20 siècles plus tard, comme en écho lointain et providentiel, le Conseil constitutionnel ne dit finalement rien d'autre. Contrairement à la liberté et à l'égalité, la fraternité pour beaucoup, et cela a été rappelé précédemment, ne semblait pas appartenir au droit, ni en découler au sens strict. Elle était plutôt perçue comme relevant de la morale ou de la philosophie, pour ne pas dire de la rêverie romantique. Mais les sages, dans leur arrêt, énoncent clairement qu'au nom même de ce principe, à valeur constitutionnelle, érigé dans notre République comme principe suprême, la liberté d'aider autrui, je les cite, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national, ne saurait être punie par la loi. Il n'est pas neutre que cette décision intervienne en ces temps-ci, à l'heure où la fraternité dans notre société semble profondément remise en cause par la mise en exergue de revendications de droits particuliers au détriment d'une défense du bien commun. À un moment de notre histoire où ce qui s'est bâti depuis la libération, on le rappelait aussi, développement de l'aide sociale, politique de solidarité entre les générations, tout cela semble battu en brèche par un individualisme qui désespère toute action collective. En fait, le grand paradoxe de notre temps, me semble-t-il, tient dans ce commandement commercial, celui-là, édicté avec autorité, « Aime-toi plus que tout ». Et dans cette aspiration profonde qui habite le cœur de l'homme, désirer aimer autrui. Nos constitutions, souvent proclamées dans les grandes heures d'euphorie de notre histoire récente, la Révolution de 89, celle de 48, la libération de la France, portent bien sûr le souffle du désir de bonheur et de justice qui jaillit lorsque semble s'ouvrir une page nouvelle, optimiste, magnifique de notre vie commune. La difficulté n'est pas de voter des textes dans l'enthousiasme du moment, mais de les incarner dans les faits et dans le temps. Le petit garçon de 12 ans que j'étais alors, le 1er juin 1980, au Bourget, entendit comme beaucoup d'autres Français le pape Jean-Paul II prononcer ces paroles. Je le cite donc. « On sait la place que l'idée de liberté, d'égalité, de fraternité tient dans votre culture, dans votre histoire. Au fond, ce sont des idées chrétiennes. Je le dis en ayant bien conscience que ceux qui ont formulé ainsi, les premiers, cet idéal, ne se référaient pas à l'alliance de l'homme avec la sagesse éternelle, mais ils voulaient agir pour l'homme. Il faut se réjouir que l'Évangile puisse féconder ainsi la société. Vous l'évoquiez tout à l'heure à propos de ce jugement pour le vol d'un pain. Sans doute, d'une manière inconsciente, était-il inspiré par les paroles prononcées quelques siècles plus tôt par saint Thomas d'Aquin, qui jugeait, je ne citerai pas de mémoire, mais qui jugeait licite le fait de pouvoir, pour se nourrir et ne pas mourir de faim, prendre ce qu'on ne pouvait acheter. Il est étonnant de constater toutefois combien le terme de fraternité embarrasse aujourd'hui souvent aussi bien les chrétiens que les laïcs, les uns comme les autres. Autre paradoxe, mais vous nous en avez expliqué les raisons, monsieur le professeur, préfèrent le remplacer par celui de solidarité, jugé plus administratif peut-être, plus scientifique aussi.
ou en tout cas moins porteur d'affect. Comme le relève Alfred Grosser dans un article de La Croix en 1996, à propos de la venue du pape polonais à Tours, il y a évidemment une proximité profonde entre ce que dit la charte républicaine, qu'est le préambule de 1946, et ce qu'énoncera le Concile Vatican II dans sa constitution pastorale Gaudium et Spes en 1965. Le texte conciliaire précise en effet, je le cite, « Toute forme de discrimination touchant les droits fondamentaux de la personne, qu'elle soit sociale ou culturelle, qu'elle soit fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, la condition sociale, la langue ou la religion, doit être dépassée et éliminée comme contraire au dessein de Dieu. En vérité, il est affligeant de constater que ces droits fondamentaux de la personne ne sont pas encore partout garantis. » La fraternité est, pour le baptisé, le lieu de sa réconciliation avec lui-même et avec Dieu. Elle vient en effet comme une réponse aux deux questions primordiales par lesquelles s'ouvrent les Écritures. La première, lorsqu'après s'être cru l'égal de son Créateur, l'homme, homme et femme, se cache devant lui et l'entend murmurer « Où es-tu » dans le jardin de la Genèse. La seconde, lorsque le premier fils, après avoir tué son frère, est interpellé par le Seigneur avec ces mots « Où est ton frère ?» Par la première de ces questions « Où es-tu ?» le croyant est invité à reconnaître que sa vie est précieuse aux yeux de son Père. Par la seconde « Où est ton frère ?» il prend conscience que l'autre est un frère, dont la vie a le même prix aux yeux du même Père. Ainsi, l'amour de soi, commandement biblique, trouve sa vérité dans la reconnaissance d'un amour originel que tous sont appelés à découvrir et duquel nul ne peut se sentir exclu. C'est l'absolue égalité de chacun avec tous, devant l'amour dont Dieu aime l'homme, qui donne aux croyants la liberté d'aimer à son tour et d'entrer par là même en fraternité avec son prochain. Bien sûr, le Conseil constitutionnel ne parle pas d'amour, il ne prononce pas le mot, mais il dit quand même ceci. Il découle du principe de fraternité, la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Là encore, il y a comme un écho, et plus encore, avec les paroles de Jean-Paul II à Tours en 1996, reprenant le passage du chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu, lorsque le pape appelle à reconnaître et accueillir un frère dans le pauvre qui meurt de froid à la porte de la ville, dans l'étranger qui frappe à notre porte. Et en venant jusqu'ici, comme un certain nombre d'entre vous, je ne pouvais pas ne pas songer avec tristesse et désarroi à la manière dont, en ces jours même, on se propose de traiter de manière distincte ces pauvres dont je viens d'évoquer l'existence, qui errent dans le nord de Paris sans refuge et sans toit, et pour lesquels les forces de police reçoivent les consignes les plus strictes de ne pas les laisser en paix, s'installer, voire même dormir, alors que sur une grande place, près du Châtelet, on tolère avec bienveillance des jeunes qui ont certes bien le droit de s'exprimer, mais cette différence de traitement ne peut que laisser pantois. Oserais-je le dire, tout homme, croyant ou incroyant, est saisi de vertige devant ce que la fraternité signifie lorsqu'elle se présente comme un commandement, comme une loi divine et humaine à la fois. Et nous pouvons être tentés de la reléguer par paresse au registre des vœux pieux ou des idéaux inaccessibles, en restreignant le champ, en rétrécissant l'application. Tenez, par exemple, comme un vieux matamor de la politique française
qu'il expliquait il y a près de 40 ans en disant ceci: « Je préfère mon frère à mon cousin à mon voisin à un étranger. » Oui, il y a ce qui paraît raisonnable, pragmatique, mais force est de reconnaître que ce choix-là, loin de construire en nous ce corps spirituel que Paul définit comme notre corps immortel, l'étouffe dans l'épaisseur du corps charnel. Il y a cet autre possible, dans le « aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé », dont Jésus dit à ses disciples que cette parole est la condition de toute vie chrétienne, et dont nous savons aussi que de manière surnaturelle, il nous est donné d'en approcher pour peu que nous le choisissions. Et c'est alors, si nous choisissons de vivre ce que le baptême nous commande de vivre, que nous pourrons permettre que ces semences de vérité divine, dont notre société parfois, à son corps défendant, est ensemencée, puissent porter du fruit. Rimbaud écrivait « Je est un autre ». Il appartient bien aux chrétiens d'être non seulement artisans de cette réconciliation, mais de devenir ainsi, en République comme ailleurs, l'indéfectible témoin de cette possibilité. Je me souviens de ce qu'un ami américain me disait lorsqu'il me racontait que l'église Saint-Vincent de Paul, située à Manhattan, est dans l'histoire de cette ville le premier lieu où blancs et noirs se tenaient côte à côte pour prier ensemble. Je me souviens aussi de ce vieux béquet qui me racontait en pleurant au soir de sa vie que l'Église était souvent pour lui le seul lieu où, en donnant la paix du Christ, il pouvait tendre la main à une main noire. Je me souviens aussi de ce que ce même homme me disait comme regret, que l'Église, qui servait de cadre à cette fraternité, ne lui est pas plus tôt et plus sévèrement enjoint d'être plus frère pour son prochain. Je me souviens aussi d'un vieux couple de Croates dans Mostar en ruine lors de la guerre des Balkans. Ils avaient accueilli un voisin musulman qu'ils avaient protégé des milices de leur peuple, alors qu'ils avaient eux-mêmes appris quelques jours plus tôt que leur propre fils unique avait été tué par d'autres musulmans. Et je me souviens, entrant chez eux, de ne trouver ni croix, ni image de la Vierge, mais le portrait de Staline et celui de Tito. Je me souviens de cela et je me dis que la société doit rappeler à l'Église quelle est sa mission pour que l'Église puisse continuer à semer en elle ces graines de vie, cette fraternité. La société est en droit d'exiger que l'Église parle, mais aussi qu'elle incarne sa parole dans les actes et dans sa vie. Je vous remercie.